Bienvenue sur le podcast À la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et doctorants de l'École nationale des ponts et chaussées. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans une technologie qui pourrait transformer en profondeur le monde de la construction, l'impression 3D béton. C'est un domaine en plein essor, mais qui soulève encore des questions fondamentales, notamment sur ce qui se passe dans le matériau pendant les toutes premières minutes et heures, pendant la phase d'impression. Pour mieux comprendre ces défis, nous accueillons aujourd'hui Maxime Pierre, qui a soutenu sa thèse réalisée au laboratoire Navier en décembre 2024 et qui est lauréat d'un prix de thèse Paris S-Sup et le prix de thèse entreprise décerné par Descartes Développement et Innovation. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors pour commencer, peux-tu nous expliquer ce que c'est l'impression 3D béton et en quoi cette technologie bouleverse les méthodes traditionnelles de construction ? Alors pour donner un petit peu de contexte, le béton c'est le matériau de construction le plus utilisé au monde. D'ailleurs c'est le deuxième matériau, si on peut dire, le plus utilisé après l'eau. Donc c'est des quantités faramineuses tous les ans que l'on utilise et c'est responsable de beaucoup d'émissions de CO2. Donc à peu près 8% des émissions mondiales sont dues à la production de ciment. Parallèlement, le secteur de la construction, c'est un secteur qui finalement, si on regarde, il a assez peu évolué ces dernières décennies. On a des méthodes qui sont toujours très artisanales. Et en fait, la productivité du secteur est très basse. Et en fait, elle a même diminué à cause des nouvelles réglementations, etc. Et comme les méthodes n'ont pas changé, ça a même diminué la productivité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces méthodes traditionnelles ? Donc la méthode traditionnelle pour mettre en œuvre le béton, c'est de le couler dans un coffrage, donc une boîte en bois dans laquelle on fait couler le ciment frais qui est encore liquide, et c'est ce qui va lui donner sa forme quand il va sécher. Ensuite, il va retenir la forme, mais ça fait qu'on a des pièces qui sont assez massives, donc on est obligé de faire des pièces en béton qui sont pleines, et donc on n'a pas forcément besoin de toute cette matière structurellement dans un mur. Donc c'est beaucoup de gâchis de matière et beaucoup d'émissions inutiles. Et donc, qu'est-ce que ça offre l'impression 3D béton par rapport à ces méthodes plus traditionnelles ? Donc par rapport aux méthodes traditionnelles, en impression béton, on va pouvoir mettre le matériau uniquement là où on en a besoin, donc le déposer de manière sélective, et on va pouvoir faire le même usage, mais avec une quantité de béton qui est très réduite. Ton travail il s'intéresse au béton qu'on qualifie de jeune âge, c'est-à-dire lorsqu'il est encore frais, pendant les premières minutes ou les premières heures. Pourquoi cette phase est-elle si critique justement dans l'impression 3D ? Et comment se fait-il finalement qu'on connaisse pas si bien le comportement d'un matériau qui est, comme tu le disais tout à l'heure, assez ancien ? On s'intéresse beaucoup au jeune âge parce que quand on dépose le béton, il est frais, il sort de l'imprimante. C'est pas vraiment un fluide, mais c'est une sorte de pâte. On pourrait parler de fluide à seuil, c'est-à-dire que si on va venir le titiller un peu, il va se mettre à couler. Mais si on le laisse, il est solide, mais très très fragile encore, avec une résistance mécanique et une rigidité assez faible. Et en fait, jusqu'avant l'impression 3D, c'était pas forcément un état auquel on accordait beaucoup d'importance parce que on coule le béton frais dans le coffrage et le coffrage, il empêche le béton de couler. Donc finalement, le comportement mécanique à ce moment du jeune âge, il n'était pas très important. Mais avec l'impression 3D, il devient crucial parce qu'en fait, une des premières problématiques, c'est d'arriver à imprimer la pièce qu'on veut imprimer. On fait notre pièce modélisée en 3D. Ok, on programme le robot pour la faire, mais après en pratique, il y a beaucoup d'effondrement de la pièce au moment de l'impression. Et donc, on veut éviter ça forcément, mais pour ça, il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle le comportement du matériau au jeune âge, c'est-à-dire quelles sont les déformations du matériau si on a une certaine sollicitation, une certaine force qui est appliquée, sachant que le matériau, il a son poids propre en fait, et donc le ciment et le mortier frais, il a tendance à s'effondrer sous l'effet de son propre poids qui n'arrive pas à résister. Alors le béton, c'est vraiment le cœur de notre discussion aujourd'hui. Peut-être qu'on peut revenir sur sa composition. De quoi c'est fait le béton ? Donc oui, très bonne question. Alors souvent on dit vulgairement que le béton sèche, mais en fait le béton c'est le produit d'une réaction chimique. On a une poudre anhydre qu'on appelle le clinker, qu'on vient mélanger à de l'eau. Ça, clinker plus l'eau, c'est ce qui fait le ciment. Ensuite, dans le béton, on peut ajouter du sable
et des granulats qui sont un petit peu plus gros que le sable. Et c'est la rencontre entre ce clinker et l'eau qui produit une réaction chimique qui va transformer en un nouveau solide. Et c'est une matrice qui va venir coller les grains de sable, les granulats entre eux et passer d'un fluide. Au début, on a beaucoup d'eau, donc c'est un matériau qui est assez fluide. Et ça va se transformer en solide et ça va cimenter les grains entre eux. Et donc, c'est une réaction chimique. Et donc, il faut comprendre quelle est la vitesse de cette réaction, etc., pour comprendre comment les propriétés du matériau évoluent au jeune âge, donc au moment où on est en train de déposer le matériau en impression. Merci pour cette précision. Pendant ta thèse, et encore aujourd'hui d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, tu as travaillé sur la modélisation du processus d'impression 3D. Quels sont les principaux défis scientifiques pour construire ce modèle fiable et de ce qui se passe exactement au moment de l'impression ? Donc, il y a 2 échelles dans l'impression 3D et dans ce que j'ai fait dans ma thèse, avec à chaque fois ses propres challenges. Mais il y a d'abord la compréhension du matériau lui-même. Et donc là, il faut formuler un modèle qui nous permette de rendre compte du comportement du matériau et qui nous permette de rendre compte de ce comportement en fonction de certaines conditions dans lesquelles on le met. C'est des conditions de température, des conditions d'humidité relative, par exemple. Et donc, on veut savoir précisément, à un temps donné, quel est le comportement du matériau, comment ça évolue. Ensuite, il y a la partie structurelle, parce que à la fin des fins, on veut pouvoir modéliser l'objet qu'on est en train d'imprimer et savoir si il va résister au moment de l'impression ou non. Et donc là, il faut qu'on fasse une modélisation en 3D de l'objet. On va se servir du modèle de comportement du matériau qu'on va injecter dans cette modélisation 3D. Et après, il faut qu'on regarde, en fonction de la géométrie et des charges qui s'appliquent, donc notamment le poids propre du matériau, mais il y a aussi l'imprimante qui peut induire certaines forces sur la pièce, parce qu'à l'endroit où on dépose le matériau, le robot peut appuyer un petit peu, etc., tirer sur le matériau. Et donc, en prenant en compte ces forces externes, le poids propre du matériau, on va aller regarder des critères de déformation, des critères de résistance, pour voir si la pièce, elle va s'effondrer à un moment ou pas. Et ensuite, ça peut nous permettre d'optimiser certains paramètres d'impression. On va peut-être se dire que finalement, il faut imprimer avec une vitesse plus faible pour laisser le temps au matériau de devenir plus rigide et de tenir la charge. Et j'imagine aussi qu'il faut prendre en compte les critères environnementaux. On ne va pas imprimer de la même manière s'il fait 30 degrés ou 5 degrés dans la salle. Effectivement, la température, c'est un paramètre qui est extrêmement important parce que, comme toute réaction chimique, dont la vitesse de réaction dépend de la température dans laquelle la réaction se passe, et notamment, s'il fait 30 degrés, la réaction chimique est beaucoup plus rapide que s'il fait 5 degrés, par exemple. Et effectivement, il faut prendre ça en compte parce que imprimer à 30 degrés, on ne va pas pouvoir le faire à la même vitesse à 5 degrés. Donc idéalement, il faut un modèle qui inclut le maximum de paramètres, mais finalement, il faut aussi un modèle qui soit assez rapide. Voilà, alors ça c'est vrai, et c'est toujours la problématique de la modélisation. On peut toujours tout modéliser, mais il faut savoir quels sont les phénomènes qui ont vraiment d'importance dans le problème qu'on est en train de regarder maintenant. Là, en l'occurrence, la température, ça a une grande importance, donc on va vouloir le modéliser. Il y a certaines autres choses qu'on va peut-être laisser de côté. On sait que les influences existent, mais qu'elles sont assez faibles, et donc le modèle, il est aussi formulé sachant un certain nombre de phénomènes physiques qui peuvent avoir une influence dans l'application précise qu'on vise. Et donc, ça va nous permettre de concentrer notre effort sur un modèle qui est plutôt tourné vers notre application. En l'occurrence, le modèle est assez complexe parce que il y a des couplages entre la mécanique, la chimie, la thermique. On essaie quand même de se concentrer sur l'essentiel parce qu'un modèle trop complexe, c'est un modèle effectivement qui met du temps à tourner. C'est aussi un modèle qu'il est très difficile de calibrer parce que plus on introduit de complexité, plus on va introduire de paramètres. Et à un moment donné, ces paramètres, il faut pouvoir les identifier. Et ça, c'est aussi un travail, pas seulement numérique de la thèse, mais aussi un travail d'expérimental, qui est de se dire de quelles expériences j'ai besoin, quels tests je peux faire sur le matériau, afin
de déterminer les paramètres dont j'ai besoin en entrée dans mon modèle. Parce que sinon, si j'ai un modèle mais je suis incapable d'en déterminer les paramètres, ce n'est pas un modèle qui est très utile et on ne va pas pouvoir avoir de capacité prédictive avec. Tu viens juste de le dire, donc il y avait quand même une partie expérimentale à ta thèse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En quoi ça consistait? Donc, on a dû, développer des dispositifs expérimentaux pour vraiment étudier le béton au jeune âge, ce qui n'est pas toujours... d'habitude, on étudie plutôt le béton une fois durci, voilà, pour aller mesurer ses propriétés de rigidité, ses propriétés de résistance. Ça peut se faire sur une éprouvette cylindrique, à laquelle on va appuyer jusqu'à ce qu'elle casse. La problématique, par exemple, au très jeune âge, c'est que cette éprouvette cylindrique, en fait, on n'arrive pas à la former parce que, en fait, le béton, il coule. Il est encore trop jeune, il n'est pas assez rigide pour juste former une éprouvette. Donc, il faut repenser un petit peu les méthodes expérimentales qu'on utilise. En l'occurrence, on a utilisé des méthodes expérimentales qui sont plutôt issues de la mécanique des sols. Donc, par exemple, sur des sables, etc., c'est aussi des matériaux qui sont assez lâches, sur lesquels on a difficile de faire une éprouvette. Et donc, par exemple, on a utilisé ce qu'on appelle un essai eudométrique. Donc, c'est aussi un essai de compression, mais c'est dans une boîte cylindrique. Donc, on a un cylindre en fer dans lequel on va verser notre matériau et ensuite, on a un piston avec lequel on va appuyer dessus. Et donc, on est confiné. Et ça permet de regarder des paramètres d'élasticité et de résistance pour des matériaux qui sont beaucoup plus lâches qu'un béton qui serait totalement hydraté et durci. Alors, tu as soutenu ta thèse il y a presque un an. Où en es-tu aujourd'hui et comment imagines-tu l'utilisation de ce modèle à terme? Alors effectivement, ça fait déjà un an depuis la soutenance, mais il reste encore beaucoup de travail sur le sujet. Notre objectif, vraiment avec l'outil de simulation qui a été développé durant la thèse, c'est bien sûr de l'affiner, mais aussi que ça ne reste pas un objet de recherche, mais que ça puisse toucher les entreprises et le secteur de la construction pour pouvoir promouvoir l'utilisation de cette nouvelle technologie et la rendre plus résiliente, puisque actuellement, ça commence à s'imposer, mais très lentement, parce qu'il y a encore un certain nombre de verrous technologiques à lever. Et donc, on a reçu un financement pour transformer finalement le logiciel qui a été codé par moi durant ma thèse en quelque chose de plus utilisable par les industriels, avec une connaissance moins fine de la programmation et de peut-être toutes les subtilités des modèles qui sont utilisés, avec une interface qui serait plus, disons, facile d'utilisation pour n'importe qui. Donc on va collaborer avec des développeurs pour développer une solution qu'on pourrait ensuite transmettre aux industriels qui pourraient utiliser le modèle de manière simplifiée et pour que ces développements qu'on a fait en recherche pendant la thèse puissent avoir un vrai impact industriel. Pour terminer ce podcast, je te propose un mot sur ton parcours et aussi sur les prix que tu as obtenus cette année. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui t'a mené vers cette thèse et quelle a été ta motivation pour présenter ta candidature au prix de thèse Paris S-Sup? Alors, donc, qu'est-ce qui m'a amené à la recherche? Alors moi, je suis ingénieur de l'école des ponts et chaussées et durant mon cursus, j'ai fait un master orienté vers la recherche quand j'ai passé 2 ans à l'université de Tokyo au Japon. Et en fait, l'enseignement en master au Japon est assez différent de l'enseignement en école d'ingénieur en France, parce que tout élève de master fait partie d'un laboratoire de recherche et il participe activement à la vie du laboratoire et aux recherches de gens qui sont en doctorat, etc. J'étais dans un laboratoire qui travaillait sur le béton, donc c'est là où j'ai commencé à faire de la recherche et aussi à travailler. C'était une coïncidence, quand je suis arrivé, ils venaient d'acheter une petite imprimante 3D de béton, donc c'est là que j'ai commencé à travailler sur l'impression 3D de béton. Et donc, comme l'expérience de la recherche et l'impression 3D de béton m'avait plu, et qu'il y a eu une occasion de revenir à l'école, au laboratoire Navier, et de poursuivre en thèse sur ce sujet, j'ai sauté sur cette occasion. Et concernant donc les 2 prix de thèse pour lesquels tu es lauréat, qu'est-ce qui t'a poussé à candidater? Donc, il faut savoir que moi, ensuite, après ma thèse, j'ai choisi de continuer une carrière académique. Donc, actuellement, je suis chercheur au laboratoire Navier. Et
Bon, on sait que dans le domaine de la recherche, c'est quand même important d'avoir la reconnaissance de ses pairs. Voilà, ça se passe à travers la publication, ça se passe aussi à travers les prix qu'on peut recevoir pour les travaux qu'on effectue. Donc effectivement, c'est important pour le CV, pour la carrière scientifique, d'obtenir des prix, surtout si on a fait une thèse qui était de bonne qualité, avec une soutenance qui s'est bien déroulée, des rapports qui témoignent d'un travail qui a été bien fait. Et puis, personnellement, bien sûr, ça fait aussi plaisir d'être récompensé pour son travail parce que le travail de recherche, c'est un travail qui est quand même très prenant. On compte parfois pas trop les heures, donc ça fait quand même, au moins, on a cette reconnaissance du travail et donc c'est appréciable. Très bien et merci et félicitations. Et à nos auditeurs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast à la rencontre des doctorants, à retrouver sur la revue numérique de l'École nationale des ponts et chaussées, ingenius.écoledesponts.fr.